J'ai passé 10 ans à courir après l'argent. Il fuyait. Puis j'ai changé de direction, pas mes efforts, mais ma conscience. Et tout a changé. Bienvenue sur Parole du soir, l'endroit où les mots deviennent des expériences et où chaque nuit devient un voyage intérieur. Ce soir, prépare-toi à explorer une idée dérangeante et puissante. Et si la richesse n'était pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose que tu deviens capable de recevoir? L'histoire de Clara Delacroix n'est pas celle d'un succès rapide, mais d'un basculement profond, d'un passage du chaos à l'alignement. Ici, on ne promet pas des miracles, mais une transformation silencieuse, presque invisible, jusqu'au moment où tout commence à changer. Installe-toi, le voyage commence. Pourquoi certaines personnes semblent voir l'argent venir à elles sans lutte apparente, tandis que d'autres s'épuisent sans jamais sortir du manque? La réponse proposée ici dérange parce qu'elle ne pointe ni l'effort ni la chance, mais un territoire plus intime, la conscience. L'argent n'est pas seulement une matière, ni un chiffre figé sur un écran, c'est un mouvement vivant, un flux qui répond à des états intérieurs plus qu'à des stratégies extérieures. Une conscience saturée de peur, de méfiance ou de blessures anciennes agit comme une porte fermée, même si les opportunités frappent. Elles repartent sans entrée, alors qu'une conscience apaisée, claire et disponible devient un espace d'accueil, presque magnétique. Rien de mystique au sens naïf du terme, mais une logique subtile, une mécanique intérieure que peu prennent le temps d'observer. Ce parcours n'est pas une promesse de richesse rapide, ni une collection de techniques superficielles. C'est une invitation à regarder autrement, à comprendre ce qui en vous attire ou repousse, à revisiter vos croyances, à desserrer ce qui est crispé. Chapitre après chapitre, une transformation silencieuse s'installe, et ce qui change n'est pas seulement ce que vous avez, mais la manière dont vous êtes face à ce que vous recevez. L'argent est une énergie, pas un objet. Quelque chose se brise dès l'instant où l'on cesse de voir l'argent comme une chose et que l'on commence à le ressentir comme un mouvement, non pas un mouvement visible comme une main qui donne ou qui prend, mais un courant invisible qui traverse les relations humaines, les décisions silencieuses, les peurs cachées, les élans sincères et tout ce qui, en nous, accepte ou refuse de recevoir. La plupart vivent avec l'idée que l'argent est un objet extérieur, quelque chose que l'on possède, que l'on perd, que l'on gagne, alors qu'en réalité, ce que l'on appelle argent n'est que la trace visible d'un flux bien plus profond. Un flux qui répond moins à la logique qu'à l'état intérieur de celui qui l'approche. Clara Delacroix ne parle pas ici de théories séduisantes. Elle parle d'un renversement de perception, une fracture dans la manière de comprendre la réalité. Parce que tant que l'argent est perçu comme un objet, il est figé. Et tout ce qui est figé finit par créer de la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Alors que dès qu'il est perçu comme une énergie, il devient dynamique. Et ce qui est dynamique ne se possède pas, cela se traverse. Cela se laisse circuler, cela se respecte comme un courant que l'on ne peut ni forcer ni retenir sans en payer le prix intérieur. Regarde un billet, pas comme un outil d'achat, mais comme une trace de passage, une mémoire d'échange, quelque chose qui a déjà circulé entre des mains, des vies, des histoires que tu ne connaîtras jamais. Ce billet n'est pas neutre. Il porte en lui des intentions, des peurs, des besoins, des décisions. Et lorsqu'il arrive jusqu'à toi, il ne t'appartient pas vraiment. Il te traverse, il te visite, il attend une direction. Et cette direction dépend de ton état intérieur, plus que de ta logique consciente. Certains serrent l'argent comme on serre quelque chose de fragile, avec tension, avec crispation, avec une peur presque animale de le voir disparaître. Et cette crispation bloque le flux, non pas parce qu'une force extérieure les punit, mais parce qu'en se fermant,
ils deviennent incapables de laisser circuler ce qui demande à circuler. D'autres dépensent avec agitation, avec anxiété, avec une forme de fuite, comme si l'argent brûlait leurs mains. Et dans ce geste, ils ne libèrent pas un flux, ils dispersent une énergie sans direction, et puis il y a ceux qui, sans même s'en rendre compte, accueillent l'argent avec calme, sans excitation excessive, sans peur, avec une forme de reconnaissance silencieuse, et chez eux, quelque chose d'autre se produit, une continuité, une fluidité, presque imperceptible mais constante. Comprendre cela demande de quitter la surface des choses, parce que la surface rassure, elle donne des règles simples, gagner plus, dépenser moins, économiser, investir. Mais ces règles, bien qu'utiles, ne touchent pas le cœur du mécanisme, elles agissent sur les conséquences, pas sur la source. Et la source, selon Clara, se trouve dans la relation vivante que tu entretiens avec ce flux. Une relation souvent inconsciente, héritée, programmée dès l'enfance, nourrie par des phrases entendues, des peurs observées, des comportements imités, et tant que cette relation reste invisible, elle dirige tout sans jamais être remise en question. Quelqu'un qui a grandi en entendant que l'argent est rare, dangereux ou réservé à d'autres, ne voit pas l'argent comme une énergie disponible, mais comme une menace ou une illusion. Et cette perception façonne chaque décision, chaque opportunité, chaque refus, sans même qu'ils s'en aperçoivent. L'image de l'eau n'est pas choisie au hasard, parce que l'eau ne peut être retenue sans se transformer, sans perdre sa vitalité, sans devenir autre chose que ce qu'elle était. Et l'argent obéit à une logique similaire, pas dans sa matérialité, mais dans son mouvement symbolique. Retenir par peur crée une stagnation intérieure, une tension, une fermeture. Dépenser sans conscience crée une dispersion, une fuite, une perte de sens. Mais laisser circuler avec attention, avec présence, crée un équilibre subtil. Un mouvement qui se renouvelle, non pas par magie, mais par cohérence intérieure. Cela ne signifie pas donner sans réfléchir ou vivre sans structure. Cela signifie agir avec une conscience du flux, sentir quand retenir est nécessaire et quand laisser partir est juste, non pas par peur ou impulsion, mais par alignement. Ce mot, alignement, est souvent mal compris, parce qu'il donne l'impression d'un état parfait, stable, alors qu'il s'agit plutôt d'un ajustement constant, une écoute fine de ce qui se passe en soi face à l'argent, une observation sans jugement de ses réactions, de ses peurs, de ses élans, et petit à petit, une transformation silencieuse commence à se produire, non pas dans la quantité d'argent que l'on possède immédiatement, mais dans la qualité de la relation que l'on entretient avec lui. Et cette qualité change tout, parce qu'elle influence chaque décision, chaque opportunité saisie ou refusée, chaque échange accepté ou évité. Prendre un billet et le regarder comme Clara le propose n'est pas un geste anodin, c'est un exercice de déconditionnement, une manière de briser l'automatisme qui consiste à voir immédiatement ce qu'il permet d'acheter pour revenir à ce qu'il représente vraiment. Un lien, une circulation, une trace d'échange humain, et en faisant cela, quelque chose se déplace, une distance se crée entre toi et tes réflexes. Et dans cette distance, une nouvelle compréhension peut apparaître, plus calme, plus profonde, moins dictée par l'urgence ou la peur. Ressentir l'énergie ne signifie pas imaginer quelque chose d'abstrait ou de mystique. Cela signifie simplement devenir attentif à ce qui se passe en toi quand l'argent entre, quand il sort, quand il manque, quand il arrive. Observer sans corriger immédiatement, sans fuir, sans justifier, et laisser cette observation transformer peu à peu ta relation. Rien ne change à l'extérieur tant que rien ne change à l'intérieur, et pourtant tout commence à changer à l'extérieur dès que l'intérieur se modifie réellement. Non pas par effort forcé, mais par compréhension, une compréhension qui ne se pense pas seulement, mais qui se ressent, qui s'incarne, qui influence les gestes les plus simples, payer, recevoir, donner, refuser, accepter, et dans ces gestes, une nouvelle manière d'être apparaît, plus fluide,
plus stable, moins dépendante des circonstances immédiates. L'argent cesse alors d'être une source constante de tension pour devenir un élément parmi d'autres du mouvement de la vie, ni idolâtré ni rejeté, simplement reconnu pour ce qu'il est réellement, un flux qui traverse ceux qui savent le laisser circuler sans s'y accrocher ni le fuir. Ce changement n'est pas spectaculaire, il ne produit pas immédiatement des résultats visibles, mais il installe quelque chose de plus solide, une base intérieure qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Et c'est cette base qui, avec le temps, transforme la manière dont l'argent apparaît, disparaît, revient, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle d'un état devenu plus ouvert, plus stable, plus cohérent. Les blessures financières de l'enfance. Aucune relation à l'argent n'est neutre. Derrière chaque geste, dépensé, économisé, refusé, accumulé, se cache une mémoire ancienne, silencieuse, souvent invisible. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec des réflexes. Elle ne s'exprime pas avec des idées, mais avec des tensions. Et cette mémoire, bien souvent, ne t'appartient même pas entièrement. Un enfant ne comprend pas l'argent. Il comprend les émotions autour de l'argent. Il ne retient pas les chiffres, il retient les visages. Il ne mémorise pas les comptes, il absorbe les réactions. Une facture qui arrive et un parent qui soupire. Une dépense imprévue et une dispute qui éclate. Une réussite financière et un silence étrange, presque coupable. Tout cela s'imprime, profondément, durable. Ce qui se forme à cet âge n'est pas une opinion, c'est une empreinte. Certains ont grandi dans la peur du manque. Pas forcément un manque réel, mais une peur constante, une tension diffuse. L'idée que tout peut s'arrêter, que l'argent peut disparaître, que rien n'est stable. Ceux-là deviennent des adultes qui serrent, qui retiennent, qui n'osent pas. Même quand ils vivent comme s'ils allaient perdre. D'autres ont grandi avec l'idée que l'argent est sale, associé à la trahison, à l'injustice, à l'égoïsme. On leur a montré, directement ou indirectement, que les riches étaient froids, arrogants, déconnectés. Alors ils développent une résistance invisible. Ils veulent l'argent, mais rejettent ce qu'il représente. Ils avancent, puis sabotent. Ils gagnent, puis perdent, non par manque de capacité, mais par conflit intérieur. Certains encore ont grandi dans l'instabilité, des périodes d'abondance suivies de chutes brutales, une maison pleine, puis vide, des projets lancés, puis abandonnés. Ce type d'environnement crée une relation chaotique à l'argent. L'adulte reproduit inconsciemment ces cycles. Il ne sait pas rester stable. Il recrée la montée, puis la chute. Ce n'est pas une malchance, c'est une fidélité. Fidélité à ce qui a été vécu. Fidélité à ce qui a été ressenti. Fidélité à ce qui n'a jamais été compris. La plupart des gens cherchent des solutions financières sans jamais regarder la racine émotionnelle. Ils changent de stratégie, de métier, d'investissement. Mais ils gardent la même base intérieure, et la base recrée toujours le même résultat. Un changement extérieur sans transformation intérieure est une illusion temporaire. Reconnaître cela demande du courage, parce que cela oblige à regarder derrière soi, à revisiter des scènes oubliées, à entendre des phrases qu'on croyait anodines, à voir que certaines croyances ne sont pas des vérités, mais des héritages. Une phrase répétée dans l'enfance peut devenir une loi invisible à l'âge adulte. Fais attention, on n'a pas les moyens. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont différents. Ces phrases ne sont pas analysées, elles sont intégrées. Elles deviennent des filtres à travers lesquels la réalité est interprétée. Ce qui est frappant, c'est que ces croyances agissent même quand on pense s'en être libéré. Une personne peut dire « je veux réussir » tout en ressentant une gêne à l'idée de gagner beaucoup. Elle peut viser haut, mais s'arrêter juste avant d'y arriver. Non par incapacité, mais par incohérence intérieure.
L'inconscient protège ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît limite. C'est là que commence le travail réel, pas dans l'accumulation de techniques, mais dans la clarification intérieure. Voir, nommer, comprendre, non pour accuser, mais pour désactiver. Une peur identifiée perd déjà une partie de son pouvoir. Ce processus n'est pas instantané. Il demande de la lucidité, parfois de l'inconfort. Certaines vérités dérangent. Elles montrent que l'on n'est pas aussi libre qu'on le croit. Mais elles ouvrent aussi une porte. Parce qu'une fois qu'une croyance est vue comme une construction, elle cesse d'être une fatalité. Revenir à l'origine de son rapport à l'argent, c'est reprendre possession de son histoire. C'est sortir du pilote automatique. C'est transformer une réaction en choix. Et le choix change tout. Un adulte conscient de ses blessures financières ne les subit plus de la même manière. Il peut encore ressentir la peur, mais il ne s'y identifie plus. Il peut encore hésiter, mais il comprend pourquoi. Cette compréhension crée un espace. Et dans cet espace, une autre réponse devient possible. L'argent cesse alors d'être un terrain de répétition. Il devient un terrain de transformation. Ce n'est plus seulement une question de gagner ou de perdre, c'est une question de cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Quand cette cohérence s'installe, quelque chose change subtilement. Les décisions deviennent plus claires, les actions plus alignées, les résultats progressivement suivent, pas par magie, par justesse. Ce chapitre ne parle pas d'argent, il parle de mémoire. Et tant que cette mémoire reste inconsciente, elle dirige. Dès qu'elle devient visible, elle s'ouvre à autre chose. Tu ne changes pas ton rapport à l'argent en forçant. Tu le changes en comprenant ce qui, en toi, résiste encore à le laisser entrer. Et cette compréhension commence toujours au même endroit, là où tout a commencé. La différence entre manque et besoin. Le manque n'est pas une absence, c'est une sensation, une tension intérieure qui déforme la réalité, qui amplifie le vide jusqu'à lui donner une importance démesurée. Quelqu'un peut posséder beaucoup et vivre dans le manque, tandis qu'un autre peut avoir peu et ne manquer de rien. Tout se joue dans l'espace invisible entre ce que l'on a et ce que l'on croit devoir avoir. Clara Delacroix ne parle pas ici de pauvreté matérielle, mais de pauvreté intérieure. Le manque est une construction mentale, un déséquilibre émotionnel. Il ne dit pas « je n'ai pas assez », il murmure « je ne suis pas assez ». C'est là que commence la confusion. Car à partir du moment où l'être se confond avec l'avoir, toute insuffisance extérieure devient une blessure personnelle. Le besoin, lui, est simple, il est précis, il n'envahit pas tout l'espace, il apparaît, demande, puis disparaît une fois satisfait. Le besoin a une fonction biologique presque neutre. Il n'accuse pas, il n'exige pas, il n'angoisse pas. Il est lié à la réalité. Le manque, lui, est lié à l'imaginaire. Quelqu'un qui agit à partir du besoin peut recevoir. Quelqu'un qui agit à partir du manque repousse sans le savoir. Pourquoi ? Parce que le manque est bruyant. Il s'impose, il contracte, il ferme. Il crée une pression invisible qui éloigne ce qu'il cherche à attirer. L'argent, dans cette logique, devient un moyen de combler un vide qui ne lui appartient pas. Et ce vide, aucune somme ne peut le remplir. Clara explique que l'obsession du manque agit comme un filtre. Elle sélectionne uniquement ce qui confirme la peur. Une facture devient une menace, une dépense devient une perte, un silence devient un refus. Tout est interprété comme un signe que ça ne suffit pas. Dans cet état, même une opportunité peut être ignorée parce qu'elle ne correspond pas à l'idée précise de ce que l'on croit devoir recevoir. Le besoin, au contraire, ouvre la perception. Il simplifie la relation au réel. Une personne alignée sur ses besoins voit plus clairement. Elle ne cherche pas à accumuler, elle cherche à ajuster. Et cet ajustement crée une forme de paix.
une stabilité qui rend l'individu disponible, réceptif, presque magnétique. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes reçoivent sans forcer. Elles ne sont pas dans la chasse. Elles ne sont pas dans la fuite non plus. Elles sont dans une forme d'équilibre silencieux. Elles savent ce dont elles ont besoin et cela suffit à orienter leurs actions. Elles ne cherchent pas à remplir un vide, elles répondent à une réalité. Clara insiste sur un point essentiel. Désirer moins ne signifie pas renoncer. Cela signifie affiner. Couper le bruit pour entendre l'essentiel. Dans un monde saturé de désirs fabriqués, savoir distinguer le besoin du manque devient une forme de pouvoir. Un pouvoir discret mais radical. Le manque pousse à prendre. Le besoin permet de recevoir. Cette différence est invisible à l'extérieur, mais décisive à l'intérieur. Elle transforme la manière de travailler, de dépenser, de demander. Une personne dans le manque travaille par peur. Une personne dans le besoin travaille par clarté. L'une s'épuise, l'autre avance. Clara donne un exemple simple. Deux personnes cherchent à gagner plus d'argent. La première veut fuir ses dettes, prouver sa valeur, combler une insécurité profonde. La seconde veut répondre à un projet précis, améliorer sa situation, créer quelque chose de stable. Les actions peuvent être similaires. L'énergie, elle, est totalement différente. Et c'est cette énergie qui détermine les résultats sur le long terme. Le manque est insatiable. Même satisfait, il revient. Il change de forme, se déplace, mais ne disparaît pas, parce qu'il ne vient pas de l'extérieur. Le besoin, lui, connaît une fin. Il peut être comblé. Et cette fin crée un espace de repos, de gratitude, de lucidité. C'est dans cet espace que l'abondance devient possible, non pas comme accumulation, mais comme circulation. L'argent n'est plus un objectif, il devient un outil. Il ne sert plus à réparer, il sert à construire. Clara propose un exercice simple, mais exigeant. Chaque jour, posez une seule question, de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Cette question coupe les projections, elle ramène à l'essentiel. Elle oblige à distinguer le réel de l'imaginaire. Au début, la réponse peut être floue. Le manque prend de la place, il brouille les repères. Mais avec le temps, quelque chose se précise. Les besoins deviennent plus clairs, plus simples. Et avec cette simplicité vient une forme de calme. Ce calme n'est pas passif, il est actif. Il permet de prendre de meilleures décisions, de refuser ce qui est inutile, d'accepter ce qui est juste. Il réduit le gaspillage, pas seulement d'argent, mais d'énergie. Car au fond, le véritable gaspillage n'est pas financier, il est psychique. C'est toute l'énergie dépensée à vouloir ce qui n'est pas nécessaire, à craindre ce qui n'existe pas encore, à courir après des objectifs qui ne correspondent pas à une réalité intérieure. Clara conclut ce chapitre par une idée qui peut sembler paradoxale. Plus vous clarifiez vos besoins, moins vous avez besoin de poursuivre l'abondance. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'elle commence à apparaître. Parce que vous cessez de repousser, parce que vous cessez de confondre, parce que vous cessez de chercher à remplir un vide qui ne vous appartient pas. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose circule à nouveau. Pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez enfin laissé de la place. La gratitude comme aimant. La gratitude n'est pas une émotion douce, réservée aux moments faciles. C'est une posture intérieure qui transforme la perception avant même de transformer la réalité. Beaucoup croient que l'on remercie parce que la vie donne, alors que le mécanisme est inversé. La vie donne parce que quelque chose en nous a appris à reconnaître ce qui est déjà là. Clara Delacroix ne parle pas ici d'un optimisme naïf ni d'un déni des difficultés. Elle parle d'un basculement silencieux, presque invisible, où l'attention cesse de se fixer sur le manque pour se déposer sur la présence. Ce déplacement paraît insignifiant au début, mais il agit comme une reconfiguration profonde du regard.
Et ce regard devient ensuite une force d'attraction. Une conscience obsédée par ce qu'elle n'a pas fonctionne comme une main crispée, incapable de recevoir même lorsqu'on lui tend quelque chose. Non pas parce que rien n'arrive, mais parce que tout est filtré, rejeté ou minimisé. À l'inverse, une conscience qui reconnaît ce qui est déjà présent devient une surface d'accueil. Elle n'exige pas, elle ne force pas, elle laisse entrer. Ce n'est pas une question morale, c'est une question de disponibilité intérieure. La gratitude ouvre un espace là où le manque crée une contraction. Et cet espace devient un point d'entrée pour des opportunités qui, autrement, passeraient inaperçues. Clara insiste sur un point subtil. Remercier ne consiste pas à inventer des raisons d'être heureux, mais à voir clairement ce qui existe sans le réduire. Un simple moment de calme, une respiration plus profonde que la précédente, une rencontre anodine, un objet utile, une stabilité temporaire, autant d'éléments que l'esprit conditionné considère comme normaux et donc invisibles. Pourtant, c'est précisément dans cette normalité que se cache la base de toute abondance. Ignorer ce qui est stable revient à construire une vie sur une perception tronquée, où seul ce qui manque semble réel. Avec le temps, ce regard modifié agit sur les comportements sans effort conscient. Celui qui se sent déjà en relation avec ce qu'il possède agit différemment. Il dépense avec moins de peur, il donne sans se sentir diminué, il accepte sans suspicion. Chaque interaction avec l'argent devient moins chargée émotionnellement, plus fluide, presque neutre. Et cette neutralité est précieuse car elle retire à l'argent son poids dramatique. Ce n'est plus une source d'angoisse ni un symbole de survie, mais un élément de circulation parmi d'autres. La gratitude agit aussi sur la temporalité. L'impatience diminue, le besoin de résultats immédiats s'efface progressivement. L'individu cesse de vivre dans une projection constante vers un futur où tout irait enfin mieux. Il commence à habiter le présent non pas comme une attente, mais comme un terrain déjà habitable. Et dans cet espace moins tendu, les décisions deviennent plus claires. On choisit mieux, non pas parce qu'on calcule davantage, mais parce qu'on n'est plus aveuglé par l'urgence intérieure. Ce phénomène donne souvent l'impression extérieure d'une forme de chance. Les choses semblent arriver plus facilement, les rencontres deviennent pertinentes, les occasions apparaissent au bon moment. Pourtant, rien de magique au sens naïf du terme. Ce qui change, c'est la capacité à voir, à saisir, à répondre. Une personne dans le manque traverse les mêmes événements sans les reconnaître comme des opportunités. Une personne dans la gratitude les perçoit et les active. La différence ne réside pas dans le monde, mais dans l'état de perception. Clara met aussi en garde contre une erreur fréquente. Utiliser la gratitude comme une technique pour obtenir plus. Dès que la gratitude devient un outil stratégique, elle perd sa nature. Elle redevient une forme déguisée de désir. Or, ce n'est pas le désir qui attire, mais l'état intérieur libéré du besoin de contrôler. La gratitude authentique ne demande rien. Elle constate, elle reconnaît. Et paradoxalement, c'est précisément cette absence de demande qui crée l'ouverture la plus large. Une transformation profonde s'opère alors dans la relation à l'effort. L'effort ne disparaît pas, mais il change de qualité. Il n'est plus motivé par la peur de manquer, mais par une forme d'élan naturel. On agit parce que cela a du sens, pas parce qu'on cherche désespérément à combler un vide. Cette différence est essentielle, car elle modifie l'énergie même de l'action. Une action née du manque est tendue, précipitée, souvent inefficace. Une action née de la gratitude est posée, claire et souvent plus juste. À mesure que cet état s'installe, une autre forme de richesse apparaît, plus discrète mais plus stable, la suffisance intérieure. Ce sentiment d'avoir assez, non pas dans un sens matériel absolu, mais dans une perception globale de la vie. Ce n'est pas une résignation, c'est une base. À partir de là, tout ajout devient un surplus, et non une nécessité vitale.
Cette inversion change radicalement la relation à l'argent, qui cesse d'être une condition de sécurité pour devenir un outil parmi d'autres. La gratitude ne supprime pas les difficultés, elle modifie la manière de les traverser. Une perte, un retard, un imprévu ne sont plus automatiquement interprétés comme des catastrophes, mais comme des variations dans un flux plus large. Cette vision élargie évite les réactions excessives, les décisions précipitées, les cycles d'auto-sabotage. Elle installe une forme de stabilité intérieure qui, paradoxalement, favorise le mouvement extérieur. Ce que Clara propose n'est pas une croyance, mais une expérimentation silencieuse. Observer, chaque jour, ce qui est déjà là sans le minimiser. Non pour se convaincre, mais pour voir réellement. Avec le temps, cette pratique modifie la structure même de l'attention. Et lorsque l'attention change, la réalité perçue change avec elle. Ce n'est pas le monde qui devient plus généreux, c'est le regard qui devient capable de reconnaître la générosité déjà présente. À ce niveau, la gratitude cesse d'être un exercice. Elle devient un état simple, stable, presque invisible. Et dans cet état, l'abondance n'est plus recherchée comme un objectif extérieur. Elle est vécue comme une continuité naturelle entre ce qui est déjà là et ce qui vient. La synchronicité expliquée. La synchronicité ne s'observe pas avec les yeux pressés. Elle ne se force pas, elle ne se provoque pas, elle ne répond pas aux ordres. Elle apparaît dans un espace particulier, un espace que peu de gens savent habiter, parce qu'il demande une chose que l'esprit refuse presque toujours, le relâchement du contrôle. Clara Delacroix ne décrit pas la synchronicité comme un phénomène magique au sens naïf, mais comme une correspondance subtile entre un état intérieur et un mouvement extérieur, une rencontre entre ce que vous êtes devenu et ce que la vie peut enfin vous remettre sans résistance. Beaucoup vivent dans une logique de causalité stricte, effort égale résultat, action égale conséquence, calcul égale gain. Cette logique fonctionne, mais elle est limitée. Elle explique une partie du réel, pas sa totalité. La synchronicité intervient précisément là où cette logique atteint ses limites. Elle surgit lorsque le résultat ne peut plus être relié directement à une action précise, lorsque quelque chose arrive sans qu'on puisse dire exactement pourquoi, ni comment cela a été provoqué. Ce flou dérange l'esprit rationnel, mais il révèle une autre couche de la réalité, plus fine, plus silencieuse, moins mécanique. Une opportunité inattendue, un remboursement oublié, une rencontre qui ouvre une porte sans prévenir, un projet qui se débloque sans raison apparente. Ces événements sont souvent classés comme des hasards heureux. Pourtant, en les observant sur une longue période, un motif apparaît. Ils ne surviennent pas dans n'importe quel état intérieur. Ils apparaissent dans des moments spécifiques, lorsque la tension diminue, lorsque l'attente se relâche, lorsque la peur cesse de diriger chaque pensée. Ce n'est pas l'absence d'action qui crée la synchronicité, c'est l'absence de crispation. Clara insiste sur un point essentiel. La synchronicité n'est pas un cadeau arbitraire. Elle est une réponse à un état de cohérence intérieure. Lorsque la conscience cesse d'être divisée entre désir et peur, entre volonté et doute, elle devient stable. Et cette stabilité agit comme un point d'ancrage. Les événements qui correspondent à cet état trouvent alors un chemin pour se manifester. Non pas parce qu'une force extérieure décide de récompenser, mais parce que la résistance interne diminue. Une personne obsédée par un résultat crée une tension constante. Chaque jour sans réponse devient une preuve d'échec. Chaque silence devient une menace. Cette tension agit comme un filtre qui empêche la réception, non pas parce que rien n'arrive, mais parce que tout est rejeté s'il ne correspond pas exactement à l'attente initiale. La synchronicité, elle, demande une ouverture.
une capacité à reconnaître ce qui arrive, même si cela ne ressemble pas à ce qui était prévu. Le lâcher-prise, souvent mal compris, joue ici un rôle central. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, ni cesser d'agir. Cela signifie relâcher l'attachement aux résultats précis, agir pleinement, puis laisser l'espace au réel pour répondre. Cet espace est rare. La plupart remplissent chaque instant avec des projections, des scénarios, des inquiétudes. Il n'y a plus de place pour que quelque chose d'inattendu entre. Clara raconte l'histoire de cette cliente incapable de vendre sa maison. Elle multipliait les visites, ajustait les prix, changeait de stratégie, mais rien ne fonctionnait. Derrière ces actions se cachait une peur intense, celle de rester bloquée, celle de perdre, celle de ne jamais s'en sortir. Cette peur imprégnait chaque interaction. Les acheteurs le ressentaient, sans forcément pouvoir le nommer. Puis un jour, quelque chose a cédé, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une acceptation, pas une résignation, mais un relâchement. L'idée que la vente pouvait prendre du temps, que tout ne dépendait pas d'elle, que la vie pouvait suivre son propre rythme. 2 jours plus tard, un acheteur s'est présenté. Ce type de situation n'est pas isolé. Il se répète sous différentes formes, dans différents contextes. Ce qui change, ce n'est pas le monde extérieur, c'est la posture intérieure, une posture moins tendue, moins directive, plus réceptive. Et dans cette réceptivité, des connexions deviennent possibles. Des informations circulent différemment. Des décisions sont prises avec plus de clarté. Des opportunités, auparavant invisibles, deviennent évidentes. La synchronicité ne remplace pas l'action, elle la prolonge. Elle intervient lorsque l'action a été posée, mais que le contrôle est relâché. Elle ne récompense pas l'effort, elle répond à l'alignement. Et cet alignement n'est pas un état parfait, c'est un état cohérent. Un état où ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites ne se contredisent plus en permanence. Beaucoup cherchent à provoquer ces événements. Ils veulent créer des synchronicités comme on déclenche un mécanisme. Mais cette approche échoue, car elle repose encore sur le contrôle. La synchronicité ne se programme pas, elle se permet. Elle apparaît quand certaines conditions intérieures sont réunies. Et ces conditions ne peuvent pas être simulées. Elles doivent être réelles. Observer ces moments devient alors un apprentissage. Tenir un journal des synchronicités, comme le propose Clara, n'est pas un simple exercice d'attention. C'est une manière de rendre visible un phénomène que l'on ignore habituellement. En notant chaque événement inattendu lié à l'argent, une cartographie se dessine. On commence à voir que ces moments ne sont pas répartis au hasard. Ils apparaissent souvent après des périodes de calme, de confiance ou simplement après un moment où l'on a cessé de lutter. Cette observation modifie progressivement la relation au temps. L'urgence diminue, le besoin de résultats immédiats s'allège. On comprend que certaines choses ne peuvent pas être forcées, mais seulement préparées. Et cette préparation n'est pas uniquement extérieure, elle est intérieure. Une autre transformation apparaît, la confiance. Non pas une confiance naïve, mais une confiance basée sur l'expérience. À force de voir ces correspondances se produire, une certitude s'installe. Celle que tout ne dépend pas uniquement de la volonté, qu'il existe des moments où la vie répond d'une manière plus fluide, plus directe. Et cette certitude réduit la peur. Moins de peur signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie plus de fluidité. Et dans cette fluidité, les choses circulent différemment. La synchronicité n'est pas une exception, elle est une possibilité constante, mais rarement activée. Non pas parce qu'elle est rare, mais parce que les conditions nécessaires sont rarement réunies. Trop de bruit intérieur, trop de tension, trop d'attente. Tout cela bloque ce qui pourrait se produire naturellement. Lorsque ces éléments s'apaisent, même brièvement, une ouverture apparaît. Et dans cette ouverture, quelque chose peut entrer.
pas toujours spectaculaires, parfois discrets. Une idée, une rencontre, une information. Mais ces éléments, accumulés, changent la trajectoire. Ce chapitre ne cherche pas à convaincre. Il invite à observer, à ralentir suffisamment pour remarquer ces moments, à reconnaître qu'ils ne sont pas complètement aléatoires, et surtout à comprendre qu'ils ne viennent pas combler un manque, mais répondre à une disponibilité. Quand l'esprit cesse de courir après, quand la peur cesse de diriger, quand l'attente se transforme en présence, alors quelque chose devient possible, pas garanti, pas contrôlé, mais possible. Et parfois, dans cet espace, l'argent arrive, sans bruit, sans effort apparent, comme s'il avait simplement trouvé un passage enfin dégagé. Lâcher prise, le mensonge et la vérité. Le lâcher-prise est devenu un mot dangereux. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est mal compris, mal utilisé, et souvent utilisé pour fuir plutôt que pour affronter. Beaucoup l'invoquent comme une excuse élégante pour justifier l'inaction, comme une couverture douce posée sur une peur dure. Pourtant, le vrai lâcher-prise n'a rien de confortable. Il demande plus de force que le contrôle, plus de lucidité que l'obsession, et plus de maturité que l'effort brut. Ce n'est pas un abandon, c'est une transformation du rapport à l'effort lui-même. Chercher à tout contrôler est une fatigue silencieuse. L'esprit s'accroche aux résultats, anticipe les scénarios, rejoue les conversations, calcule les probabilités. Cette tension permanente donne l'illusion de maîtriser la réalité, alors qu'elle ne fait que créer une dépendance aux résultats. Plus tu t'accroches, plus tu crains de perdre. Plus tu crains de perdre, plus tu te contractes. Et cette contraction devient un signal intérieur, celui d'un manque, d'une peur, d'un refus de l'incertitude. Le paradoxe est brutal. Plus tu veux sécuriser ce qui doit arriver, plus tu perturbes les conditions naturelles de son apparition. Le mensonge du lâcher-prise commence ici. Croire qu'il suffit de ne rien faire pour que tout s'aligne. Cette idée est séduisante, mais elle détruit lentement. Elle installe une passivité déguisée en sagesse. Elle coupe l'élan vital. Elle affaiblit la responsabilité personnelle. Rester immobile en attendant un signe n'est pas de la confiance, c'est une fuite raffinée. La vie ne récompense pas l'immobilité. Elle répond au mouvement, à l'engagement, à l'intention incarnée dans des actes réels. Le vrai lâcher-prise commence après l'action, jamais avant. Il naît au moment précis où tu as fait ce qui dépendait de toi, sans retenue, sans tricherie, sans demi-mesure. Tu envoies le message, tu proposes ton travail, tu engages ton énergie, tu prends un risque mesuré mais réel. Et ensuite, seulement ensuite, tu relâches la pression sur le résultat. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends que le résultat ne t'appartient plus. Il dépend d'autres facteurs, d'autres volontés, d'un réseau invisible d'interactions que tu ne contrôles pas. Ce moment est subtil. Beaucoup croient lâcher prise alors qu'ils continuent intérieurement à surveiller, attendre, vérifier, espérer. Ils regardent leur téléphone toutes les 10 minutes, ils interprètent le silence comme un refus, ils vivent suspendus à une réponse. Ce n'est pas du lâcher prise, c'est une attente anxieuse. Le corps est immobile, mais l'esprit est tendu. Et cette tension nourrit exactement ce qu'ils veulent éviter, la peur du manque. Lâcher prise, dans sa forme la plus pure, est une décision intérieure de cesser de négocier avec ce qui échappe. C'est accepter que la réalité ne soit pas un prolongement de ta volonté. C'est reconnaître que tu es un acteur, pas le metteur en scène total. Tu influences, tu proposes, tu construis, mais tu ne décides pas de tout. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une forme de lucidité qui libère une énergie immense, celle qui était jusque-là enfermée dans la lutte contre l'incontrôlable. Un autre mensonge se glisse souvent, celui de croire que lâcher prise signifie ne plus désirer.
comme si le désir était une faute, comme si vouloir quelque chose créait automatiquement de la souffrance. En réalité, ce n'est pas le désir qui fait souffrir, c'est l'attachement rigide au résultat. Le désir peut être clair, puissant, orienté. Il peut guider l'action, structurer les choix, donner une direction. Ce qui doit disparaître, ce n'est pas le désir, mais la crispation autour de son accomplissement. Une personne alignée agit avec intensité, mais vit avec légèreté. Elle avance sans se forcer à contrôler chaque détail. Elle s'engage sans s'enfermer dans un scénario unique. Elle accepte que plusieurs issues soient ni possibles et que certaines soient invisibles au moment de l'action. Cette ouverture crée un espace intérieur. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau peut apparaître, quelque chose qui n'aurait jamais émergé sous la pression d'un contrôle rigide. Le lâcher-prise modifie profondément la perception du temps. L'impatience diminue. L'urgence intérieure se calme. Tu n'as plus besoin que tout arrive immédiatement pour te sentir en sécurité. Tu peux travailler sur quelque chose sans exiger un retour instantané. Cette patience active est rare. Elle demande une confiance construite, pas naïve. Une confiance qui vient de l'expérience. Celle d'avoir vu que certaines choses arrivent mieux quand elles ne sont pas forcées. Cette posture transforme aussi la relation à l'échec. Quand tu contrôles tout, l'échec devient une attaque personnelle. Quand tu lâches prise, l'échec devient une information. Tu observes, tu ajustes, tu continues. Il n'y a plus de drame excessif, plus de remise en question destructrice. Il y a un mouvement continu d'apprentissage. L'énergie reste disponible au lieu d'être consommée par la frustration. Beaucoup de personnes restent bloquées dans une zone intermédiaire. Elles agissent un peu, puis lâchent complètement, puis reprennent, puis abandonnent. Elles oscillent entre contrôle et fuite. Le vrai lâcher-prise ne se situe dans aucun de ces extrêmes. Il est dans la continuité. Agir pleinement, puis relâcher, puis agir à nouveau, sans tension accumulée. Une respiration entre effort et relâchement. Cette respiration est essentielle. Sans elle, l'action devient épuisante. Avec elle, l'action devient soutenable. Tu peux avancer longtemps sans te brûler. Tu peux construire sans t'effondrer à chaque obstacle. Tu n'es plus dépendant d'un résultat immédiat pour continuer. Une vérité plus profonde apparaît alors. Ce que tu cherches n'est pas seulement un résultat extérieur, mais un état intérieur. Tu veux l'argent, mais tu veux surtout la sécurité. Tu veux la réussite, mais tu veux surtout la reconnaissance ou la paix. Tant que tu crois que seul le résultat peut te donner cet état, tu restes dépendant. Quand tu comprends que cet état peut être cultivé indépendamment du résultat, quelque chose change. Tu deviens moins vulnérable, moins pressé, plus stable. Ce changement intérieur a un effet concret. Il modifie ton comportement, ton ton, ta manière de parler, de décider, de réagir. Les autres le perçoivent, même sans pouvoir l'expliquer. Tu sembles plus solide, plus calme, plus fiable. Et paradoxalement, cela augmente tes chances d'obtenir ce que tu cherchais. Non pas par magie, mais parce que tu es devenu quelqu'un avec qui il est plus facile d'échanger, de collaborer, de faire confiance. Lâcher prise n'est donc pas une technique, c'est une manière d'être, une manière de se tenir face à l'incertitude sans se contracter, une manière de continuer à avancer sans exiger que le chemin soit parfaitement tracé, une manière de faire sa part sans voler celle des autres ou celle du hasard. Au fond, la question n'est pas « comment lâcher prise ?» La vraie question est « qu'est-ce que tu refuses encore de ne pas contrôler ?» Là se trouve la tension, là se trouve le travail. Tant que tu identifies ces zones, tu peux progressivement desserrer l'emprise. Pas d'un coup, pas brutalement, mais avec une attention constante. Le lâcher-prise n'est pas un abandon du pouvoir, c'est une redéfinition du pouvoir. Tu ne contrôles plus tout, mais tu deviens maître de ton engagement.
de ton effort, de ta présence. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Purifier sa relation à l'argent. Quelque chose se ferme en silence lorsqu'on prononce le mot argent. Une contraction presque invisible, un mélange de désir, de méfiance et de fatigue ancienne. Peu de personnes entretiennent une relation claire avec lui. La plupart vivent dans une tension constante, tiraillés entre l'envie d'en avoir plus et la peur d'en manquer, entre le besoin de sécurité et le rejet inconscient de ce qu'il représente. Cette tension n'est pas économique, elle est intérieure. Elle ne vient pas du monde, elle vient de la manière dont le monde a été intégré. L'argent n'entre jamais dans une vie neutre. Il arrive dans un terrain déjà chargé de croyances, d'émotions, de souvenirs. Il rencontre des phrases anciennes, des regards, des jugements entendus trop tôt. Il traverse des histoires qui ne sont même pas les nôtres, héritées sans filtre, acceptées sans examen. Alors, sans s'en rendre compte, on ne traite pas l'argent tel qu'il est, mais tel qu'on l'a appris. Et ce décalage crée une friction constante, un désordre subtil qui empêche la circulation naturelle. Purifier sa relation à l'argent ne consiste pas à devenir riche, cela consiste à devenir clair. Clair sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on projette, sur ce que l'on attend. Tant que cette clarté n'existe pas, chaque mouvement financier devient chargé. Chaque décision devient lourde, chaque entrée ou sortie d'argent devient une source de tension. L'argent devient un symbole gonflé, presque sacré ou presque dangereux, alors qu'il n'est qu'un intermédiaire. La première transformation commence dans un face-à-face honnête. Écrire à l'argent n'est pas un exercice étrange, c'est un acte de dévoilement. Lorsque tu prends une feuille et que tu t'adresses à lui comme à une présence, quelque chose se dénoue. Les mots sortent sans filtre. La peur apparaît, parfois la honte, parfois la colère. Certains découvrent qu'ils en veulent à l'argent de ne pas être restés. D'autres réalisent qu'ils le méprisent tout en le poursuivant. D'autres encore sentent une dépendance presque affective, comme si leur valeur personnelle dépendait de lui. Ce moment est essentiel parce qu'il révèle une vérité simple. Tu ne dialogues pas avec un outil, tu dialogues avec une projection. Et tant que cette projection reste inconsciente, elle dirige tes comportements. En écrivant, tu la rends visible, et ce qui devient visible peut être transformé. La réponse que tu écris ensuite, comme si l'argent te parlait, agit comme un miroir inversé. Elle casse les illusions. Elle rappelle une neutralité oubliée. L'argent n'a pas d'intention. Il ne juge pas. Il ne récompense pas moralement. Il circule selon des dynamiques humaines, des décisions, des échanges. Le voir comme un ennemi ou comme un sauveur est une erreur symétrique. Dans les deux cas, tu lui donnes un pouvoir qu'il n'a pas. Un second mouvement commence lorsque la main s'ouvre. Donner, même peu, même sans certitude, crée une fissure dans la peur. Beaucoup accumulent par réflexe, non par stratégie, mais par inquiétude. Ils retiennent, anticipent, sécurisent, parfois au-delà du raisonnable. Ce geste peut sembler prudent, mais il installe une logique de fermeture. Tout devient conservation, défense, protection. L'énergie ne circule plus, elle stagne. Donner librement, sans obligation ni pression sociale, est un acte intérieur avant d'être un acte extérieur. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la posture. En donnant, tu envoies un signal à toi-même. Tu n'es pas en train de survivre, tu es capable de participer. Tu sors du réflexe de manque. Tu entres dans un mouvement de contribution. Et ce mouvement modifie profondément la perception de l'argent. Il cesse d'être uniquement ce qui entre. Il devient aussi ce qui circule à travers toi. Ce changement est subtil mais puissant. Il crée une sensation d'espace. Tu n'es plus enfermé dans la logique du garder pour ne pas perdre. Tu expérimentes une autre logique, laisser passer sans s'appauvrir. Et cette expérience, répétée, finit par installer une confiance différente. Une confiance qui ne vient pas du montant sur un compte,
mais de la capacité à interagir avec l'argent sans peur constante. Dépenser, à son tour, devient un acte révélateur. Beaucoup dépensent avec tension, soit avec culpabilité, soit avec impulsivité. Dans les deux cas, il n'y a pas de conscience. Il y a une réaction. La dépense devient soit un sacrifice, soit une compensation. Rarement un échange équilibré. Transformer la dépense en acte conscient demande une présence particulière. Au moment où l'argent sort, au moment précis de la transaction, quelque chose peut être ajusté. Non pas en changeant le montant, mais en changeant l'état intérieur. Reconnaître ce que l'on reçoit. Sentir l'équilibre de l'échange. Accepter que l'argent circule pour permettre autre chose d'exister dans ta vie. Cette reconnaissance calme immédiatement la tension. Ce calme n'est pas anodin. Il modifie la mémoire émotionnelle associée à l'argent. Petit à petit, les sorties ne sont plus vécues comme des pertes, mais comme des transformations. L'argent ne disparaît pas, il change de forme. Il devient un service, un objet, une expérience. Et cette transformation, vécue consciemment, réduit la peur du manque. Un autre espace s'ouvre lorsque l'imaginaire est mobilisé correctement. Visualiser n'est pas fantasmer. Ce n'est pas projeter une richesse irréaliste ou se raconter une histoire séduisante, c'est créer une image intérieure stable, calme, cohérente. Voir l'argent comme un flux paisible, comme une rivière régulière, modifie la perception inconsciente. L'esprit fonctionne par image autant que par raisonnement. Si les images associées à l'argent sont chaotiques, urgentes, violentes ou anxieuses, les réactions suivront cette tonalité. Si les images deviennent calmes, fluides, équilibrées, quelque chose s'apaise. Les décisions deviennent plus mesurées, les réactions moins impulsives. Ce n'est pas magique, c'est une réorganisation interne. Ce travail n'est pas rapide. Il demande une répétition douce, une attention régulière. Rien ne change en un jour, mais chaque geste conscient laisse une trace. Chaque moment de clarté affaiblit un peu plus les anciens réflexes. Chaque acte aligné renforce une nouvelle manière d'être en relation. Purifier sa relation à l'argent, au fond, revient à retirer tout ce qui n'est pas lui, retirer les peurs héritées, les projections, les jugements, les illusions. Ce qui reste est simple, presque banal. Un outil de circulation, un moyen d'échange, une énergie neutre qui prend la forme qu'on lui donne. Mais cette simplicité est difficile à atteindre parce qu'elle demande de traverser tout ce qui a été accumulé autour. Elle demande d'accepter de voir ses propres contradictions, ses propres attachements, ses propres incohérences. Elle demande de renoncer à certaines histoires confortables, celles qui justifient les blocages au lieu de les résoudre. Une fois ce travail amorcé, quelque chose devient plus léger. L'argent cesse d'être une obsession centrale. Il prend sa place, ni plus ni moins. Il n'écrase plus les autres dimensions de la vie. Il ne dicte plus chaque décision. Il devient un élément parmi d'autres, important mais non dominant. Cette transformation a une conséquence inattendue. Plus la relation est saine, moins l'argent occupe l'esprit et plus il circule naturellement. Non pas parce qu'il est attiré par une force mystérieuse, mais parce que les comportements deviennent cohérents. Les décisions sont plus claires, les échanges sont plus fluides. Les opportunités sont mieux perçues. La purification ne crée pas l'abondance par magie. Elle enlève ce qui empêchait le mouvement. Elle libère ce qui était bloqué. Elle rend possible ce qui était entravé. Et dans cet espace libéré, une sensation nouvelle apparaît. Pas une euphorie, pas une excitation. Une stabilité, une impression d'être à sa place face à l'argent, sans tension excessive, sans rejet, sans dépendance. Une relation simple, directe, sans drame. À ce moment-là, quelque chose change profondément. L'argent n'est plus un problème à résoudre, il devient un flux à accompagner.
Et accompagner un flux demande moins d'efforts que de lutter contre lui ou de le retenir. C'est là que commence une autre forme d'abondance, pas celle qui s'affiche, mais celle qui se ressent. Une abondance silencieuse, stable, presque invisible, mais réelle. Une abondance qui ne dépend plus seulement de ce que tu as, mais de la manière dont tu es en relation avec ce que tu as. Et cette relation, une fois purifiée, devient un terrain solide, un terrain sur lequel il est possible de construire sans peur constante, sans agitation inutile, sans confusion intérieure, un terrain où l'argent cesse d'être un combat et devient un mouvement naturel. Quand la conscience est prête, l'argent arrive. Quelque chose cède rarement sous la pression directe du désir, mais se déverrouille souvent dans un moment de relâchement intérieur, où plus rien n'est exigé, où plus rien n'est poursuivi avec crispation, où la volonté cesse de serrer et commence à laisser respirer. Et c'est précisément dans cet espace que survient ce que beaucoup appellent chance, hasard ou miracle, alors qu'il s'agit en réalité d'un réalignement silencieux entre ce que l'on est profondément et ce que l'on cherchait maladroitement à obtenir. La scène que Clara évoque n'a rien d'extraordinaire en apparence. Un petit studio, une fatigue accumulée, une situation financière tendue, une solitude dense, mais ce qui se joue à cet instant précis dépasse largement le décor matériel, car ce n'est pas l'environnement qui change. C'est le rapport intérieur à cet environnement, et ce déplacement, bien qu'invisible pour les autres, transforme radicalement la manière dont la réalité répond. La plupart des gens vivent dans une attente tendue, une attente chargée d'exigences, une attente qui ressemble plus à une négociation qu'à une ouverture, et cette attente agit comme une barrière subtile, car elle envoie un signal constant de manque, un signal qui dit sans cesse « il me manque quelque chose, il faut que cela arrive, cela doit arriver maintenant ». Et ce signal, répété jour après jour, installe un climat intérieur où tout est évalué à travers l'absence plutôt qu'à travers la présence, où chaque opportunité est filtrée par la peur de ne pas suffire, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Dans cet état, même ceux qui pourraient entrer ne trouvent pas de place stable parce que l'espace intérieur est saturé de tension. Le déclic dont parle Clara ne correspond pas à une stratégie, ni à une méthode, ni à une technique reproductible de manière mécanique. Il s'agit d'un basculement dans la perception, d'un moment où la pression intérieure tombe d'elle-même, non pas parce qu'elle a été combattue, mais parce qu'elle a été épuisée. Après avoir résisté, cherché, calculé, anticipé, contrôlé, quelque chose lâche, pas par faiblesse, mais par lucidité. Une phrase apparaît, simple, presque désarmante. Même si cela ne vient pas, je continuerai. Cette phrase ne contient pas de résignation, elle contient une forme de liberté inattendue. Elle coupe le lien entre la valeur personnelle et le résultat attendu. À partir de cet instant, la dynamique change. L'esprit cesse de tourner autour de l'objet désiré comme un satellite autour d'une planète inaccessible. Il revient à lui-même. Il cesse de projeter en permanence dans le futur. Il s'installe dans une présence plus dense, plus stable, moins fragmentée. Cette présence n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas immédiatement des résultats visibles, mais elle modifie profondément la qualité de l'attention. Et cette attention transformée devient capable de percevoir ce qui passait auparavant inaperçu. Lorsque Clara parle de réceptivité, elle ne parle pas d'une passivité molle, d'une attente vide ou d'un abandon du mouvement. Elle parle d'une disponibilité intérieure, d'une capacité à accueillir sans filtrer immédiatement par la peur ou par le doute. Cette disponibilité est rare parce que la plupart des esprits sont occupés en permanence, remplis de scénarios, de projections, d'anticipations négatives ou excessivement optimistes. Dans cet état saturé,
rien ne peut réellement entrer sans être déformé. La paix dont elle parle n'est pas une paix abstraite, ni un idéal inaccessible. C'est une absence de lutte intérieure face à ce qui est. C'est une acceptation lucide de la situation présente, sans embellissement, sans dramatisation. Cette acceptation ne supprime pas le désir d'amélioration, mais elle retire la charge émotionnelle qui accompagne habituellement ce désir. Elle transforme un besoin urgent en une orientation calme. C'est précisément cette transformation qui modifie la manière dont l'argent apparaît. Non pas parce que l'argent ressent quelque chose, mais parce que les comportements, les décisions, les interactions changent subtilement. Une personne qui n'est plus dominée par l'anxiété financière ne parle pas de la même manière, ne choisit pas de la même manière, ne réagit pas de la même manière. Elle n'envoie plus les mêmes signaux dans ses échanges. Elle devient plus claire, plus stable, plus crédible, sans même chercher à l'être. Dans cet état, certaines opportunités deviennent visibles alors qu'elles étaient déjà présentes auparavant. Certaines connexions se créent plus facilement parce que la communication n'est plus chargée de tension. Certaines décisions sont prises plus rapidement parce qu'elles ne sont plus paralysées par la peur de se tromper. Rien de magique, rien de surnaturel. Une mécanique fine, presque imperceptible, mais constante. L'appel que Clara reçoit quelques jours plus tard peut sembler spectaculaire, mais il s'inscrit dans cette logique. Il n'est pas la preuve d'un miracle, mais le résultat d'un terrain intérieur devenu disponible. Peut-être que cette opportunité existait déjà, peut-être qu'elle aurait pu arriver plus tôt, mais elle n'aurait pas été accueillie de la même manière, ni même perçue comme une possibilité réelle. La différence ne se situe pas dans l'événement lui-même, mais dans la capacité à le recevoir. Beaucoup cherchent à reproduire ce type d'événement sans comprendre ce qui l'a rendu possible. Ils tentent de simuler le lâcher-prise, de reproduire une attitude extérieure, de se convaincre qu'ils ne sont plus attachés au résultat, alors qu'à l'intérieur, l'attention reste intacte. Cette imitation ne fonctionne pas parce que la transformation dont il est question ne peut pas être jouée. Elle doit être vécue réellement, ressentie pleinement, intégrée profondément. Le paradoxe est clair. Plus on cherche à attirer, plus on renforce la sensation de manque, et plus on renforce cette sensation, plus on s'éloigne de l'état qui permet la réception. À l'inverse, plus on accepte de ne pas contrôler, plus on se détache de l'urgence, plus l'espace intérieur s'ouvre. Ce n'est pas une invitation à abandonner toute action, mais à transformer la qualité de l'action. Agir sans crispation, décider sans peur excessive, avancer sans dépendre du résultat immédiat. Cette posture modifie également la relation au temps. L'impatience disparaît progressivement, remplacée par une forme de confiance calme. Non pas une certitude que tout va arriver exactement comme prévu, mais une certitude que l'on peut naviguer dans l'incertitude sans se perdre. Cette confiance réduit considérablement les erreurs liées à la précipitation, aux choix impulsifs, aux décisions prises sous pression. Une conscience prête n'est pas une conscience parfaite. Elle ne supprime pas les doutes, les peurs, les moments de fragilité. Elle change simplement la manière dont ces éléments sont accueillis. Ils ne deviennent plus des obstacles absolus, mais des mouvements passagers. Ils ne bloquent plus l'action. Ils l'accompagnent sans la diriger entièrement. Dans cet état, l'argent cesse d'être un objectif central. Il devient une conséquence possible d'un alignement plus large. Il n'est plus poursuivi comme une fin en soi, mais intégré dans un ensemble plus cohérent. Et cette cohérence rend les flux plus naturels. Les gains ne sont plus vécus comme des victoires exceptionnelles. Les pertes ne sont plus vécues comme des catastrophes absolues. Tout devient plus fluide. Cette fluidité ne garantit pas une richesse immédiate ou spectaculaire. Elle garantit autre chose, souvent plus stable. Une relation apaisée avec les mouvements financiers, une capacité à naviguer sans être constamment déséquilibré, une ouverture aux opportunités sans dépendance excessive.
La véritable transformation décrite dans ce chapitre ne concerne pas l'argent en lui-même. Elle concerne la manière dont l'individu se positionne face à l'incertitude, face au manque, face au désir. Lorsque cette position devient stable, lorsque l'agitation intérieure se calme, quelque chose devient possible. Non pas parce que le monde change soudainement, mais parce que la manière de le percevoir et d'y agir devient plus claire. Ce que Clara appelle synchronicité peut être compris comme une convergence. Une convergence entre un état intérieur apaisé et des circonstances extérieures qui trouvent enfin un point d'entrée. Cette convergence ne peut pas être forcée, elle peut seulement être permise. Permise par un relâchement, par une acceptation, par une présence qui ne cherche plus à capturer, mais à accueillir. Permise par une conscience qui a cessé de courir et qui commence à voir. Et dans cet espace, quelque chose d'étrange se produit souvent. Ce que l'on cherchait avec effort commence à apparaître sans lutte excessive. Non pas en permanence, non pas de manière automatique, mais suffisamment pour révéler une vérité simple et dérangeante à la fois. Ce n'est pas l'intensité du désir qui attire, c'est la qualité de l'état intérieur qui permet de recevoir. Ce déplacement est subtil, mais il change tout. Les 9 principes du chercheur d'abondance. Quelque chose s'organise silencieusement lorsqu'une vie cesse de poursuivre l'argent comme une proie et commence à l'accueillir comme une conséquence. Et cette bascule ne se produit pas par accumulation d'astuces, mais par compréhension progressive de lois intérieures que peu de gens prennent le temps d'observer réellement. Car elles ne se montrent pas dans le bruit, elles ne se révèlent pas dans l'urgence, elles apparaissent lorsque l'attention devient suffisamment fine pour distinguer ce qui relève du réflexe et ce qui relève d'une orientation plus profonde. Et les 9 principes que Clara rassemble ne sont pas des règles à appliquer mécaniquement, mais des points d'appui, des axes de réajustement, des repères destinés à stabiliser une conscience souvent dispersée entre peur, désir et confusion. L'argent n'est pas une chose figée que l'on possède comme un objet inerte. Il circule, il passe, il se transforme, il traverse les mains plus qu'il ne leur appartient. Et le considérer comme une énergie ne relève pas d'un langage mystique, mais d'une observation concrète. Car tout ce qui se fige perd sa fonction première. Tout ce qui circule conserve sa vitalité. Et lorsque quelqu'un traite l'argent comme une réserve à protéger à tout prix, il le rigidifie, il l'alourdit, il le charge d'une tension qui finit par contaminer chaque décision, chaque dépense, chaque gain, alors que celui qui comprend sa nature mouvante apprend à le laisser passer sans s'y accrocher, à l'utiliser sans s'y attacher, à le recevoir sans le sacraliser, et cette relation plus fluide modifie profondément la manière dont les flux s'organisent autour de lui. Une grande partie des blocages ne naît pas dans le présent, mais dans des phrases anciennes, des croyances héritées, des jugements absorbés sans filtre à une époque où l'esprit ne savait pas encore discerner. Et ces empreintes deviennent des filtres invisibles à travers lesquels chaque opportunité est évaluée, chaque risque est amplifié, chaque possibilité est réduite. Si bien que beaucoup vivent selon des règles qu'ils n'ont jamais choisies, répétant des schémas qu'ils n'ont jamais questionnés. Et désinstaller ces peurs ne consiste pas à les nier, mais à les reconnaître comme étrangères, à les observer sans les fusionner avec son identité, à comprendre qu'une peur transmise n'a pas la même autorité qu'une expérience vécue et qu'elle peut être relâchée sans trahir quoi que ce soit, simplement en cessant de la considérer comme une vérité. Le manque agit comme une illusion persistante, un sentiment diffus qui ne disparaît pas même lorsque les conditions extérieures s'améliorent, parce qu'il ne se situe pas dans les choses mais dans la perception. Et confondre manque et besoin revient à nourrir un vide sans fond, à poursuivre indéfiniment une sensation qui ne sera jamais comblée par l'accumulation. Alors que reconnaître un besoin réel permet une relation plus précise, plus ajustée, où l'on peut demander, recevoir,
puis s'arrêter sans excès, sans fuite, sans compulsion. Et cette distinction, simple en apparence, change la trajectoire entière d'une vie financière, car elle transforme l'argent en réponse à une nécessité plutôt qu'en tentative de combler une absence intérieure. La gratitude n'est pas une posture morale destinée à embellir la réalité. Elle agit comme un réajustement de l'attention, un déplacement du regard qui cesse de se fixer sur ce qui manque pour reconnaître ce qui est déjà là, et ce déplacement modifie la qualité de la présence. Il détend le rapport au monde, il réduit la tension liée à l'attente, et cette détente ouvre un espace où de nouvelles possibilités peuvent apparaître sans être immédiatement rejetées par le filtre du mécontentement. Car la plainte, même silencieuse, agit comme une fermeture. Elle signale un refus, une insatisfaction constante qui empêche l'accueil, alors que la reconnaissance, même discrète, agit comme une ouverture. Elle autorise le mouvement. Elle permet au flux de circuler sans être bloqué par une exigence permanente. Les synchronicités ne sont pas des anomalies, elles deviennent visibles lorsque la conscience cesse de projeter sans cesse ses propres attentes sur le réel. Car tant que l'esprit est saturé de scénarios, il interprète tout selon ses peurs ou ses désirs. Il ne voit que ce qu'il cherche à confirmer. Et il ignore les signaux plus subtils qui pourraient orienter ses décisions. Mais lorsque cette saturation diminue, lorsque l'attention se clarifie, certains événements prennent un sens particulier, non pas parce qu'ils sont extraordinaires en eux-mêmes, mais parce qu'ils résonnent avec un état intérieur plus cohérent, et cette résonance crée une impression d'évidence, une sensation que les choses se mettent en place sans effort excessif, non pas parce que le monde devient soudainement favorable, mais parce que la perception devient plus juste. Lâcher prise ne signifie pas abandonner toute initiative ni renoncer à agir. Il s'agit de retirer la tension inutile qui accompagne souvent l'action, de faire ce qui doit être fait sans ajouter la charge mentale liée au contrôle absolu du résultat. Car vouloir maîtriser chaque détail conduit à une rigidité qui bloque la spontanéité, qui empêche l'adaptation, qui réduit la capacité à saisir les opportunités imprévues, alors que celui qui agit avec engagement mais sans attachement reste mobile, capable de corriger sa trajectoire, de s'ajuster sans se briser, de continuer sans se figer dans une seule direction. Et cette mobilité est essentielle dans un environnement où rien n'est totalement prévisible. Les blocages ne disparaissent pas par simple réflexion, ils se dissolvent dans l'action, dans des gestes concrets qui viennent contredire les anciens schémas. Car penser différemment sans agir différemment maintient la structure intacte. Cela donne l'illusion du changement sans en produire les effets réels, alors que poser un acte, même modeste, crée une fissure dans l'ancien système, une ouverture par laquelle une nouvelle dynamique peut s'installer, et ces actes, répétés avec cohérence, finissent par transformer la relation entière à l'argent, non pas de manière spectaculaire, mais de manière stable, progressive, durable. La paix intérieure agit comme un centre de gravité, un point d'équilibre à partir duquel les décisions deviennent plus claires, moins influencées par la panique ou l'euphorie. Et cette stabilité attire naturellement des situations compatibles avec elle, non pas par une loi magique, mais parce que les choix effectués à partir de cet état sont différents, plus lucides, moins impulsifs, plus alignés avec des valeurs profondes. Et cette cohérence se reflète dans les résultats obtenus, dans la qualité des relations, dans la manière dont les opportunités sont identifiées et exploitées. L'abondance ne se mesure pas uniquement par un chiffre, elle se ressent comme une suffisance, une capacité à vivre sans être constamment tirée vers le bas par la peur du manque. Et cette sensation ne dépend pas uniquement du montant possédé, car certaines personnes disposent de ressources importantes tout en restant dans une insécurité permanente, tandis que d'autres, avec moins, vivent une relation plus apaisée, plus stable, plus libre, et cette différence provient de l'état d'esprit, de la manière dont la réalité est interprétée, de la capacité à reconnaître ce qui est déjà présent sans être aveuglé par ce qui pourrait manquer.
Ces 9 principes ne fonctionnent pas comme une liste à appliquer mécaniquement. Ils forment un ensemble cohérent, un système où chaque élément renforce les autres, où la compréhension de l'un facilite l'intégration des suivants. Et leur efficacité ne réside pas dans leur répétition verbale, mais dans leur incarnation progressive, dans la manière dont ils modifient les comportements, les décisions, les réactions face aux situations concrètes. Car une idée, même juste, reste sans effet tant qu'elle ne traverse pas le corps, tant qu'elle ne se traduit pas dans l'action, tant qu'elle ne devient pas une manière d'être plutôt qu'un simple concept. Un chercheur d'abondance ne cherche pas uniquement à augmenter ses revenus, il cherche à transformer sa relation à la réalité, à clarifier ses perceptions, à stabiliser son esprit, à aligner ses actions avec une compréhension plus fine des mécanismes qui gouvernent les flux. Et cette recherche ne se termine pas, elle évolue, elle s'affine, elle s'approfondit avec le temps, car chaque étape révèle de nouvelles nuances, de nouveaux ajustements, de nouvelles résistances à dépasser. Rien ici n'impose une croyance, rien n'exige une adhésion aveugle, tout invite à l'observation, à l'expérimentation, à la vérification personnelle. Car une vérité imposée reste fragile, elle dépend d'une autorité extérieure, alors qu'une vérité expérimentée s'enracine. Elle devient évidente, elle ne nécessite plus d'être défendue. Elle se manifeste dans la manière dont une vie se déroule, dans la fluidité des échanges, dans la qualité des choix effectués. Ce chapitre ne clôt pas un apprentissage, il ouvre une vigilance, une attention constante à la manière dont chaque principe se manifeste dans le quotidien, dans les décisions les plus simples comme dans les moments plus complexes, et cette vigilance, loin d'être une contrainte, devient une forme de présence, une manière d'habiter sa vie avec plus de clarté, plus de cohérence, plus de liberté. Quelque chose change alors imperceptiblement mais profondément. Une relation autrefois tendue devient plus souple. Une quête autrefois obsédante devient plus légère. Et l'argent, sans disparaître comme enjeu, cesse d'être un centre de gravité absolu pour redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Un moyen parmi d'autres, un outil au service d'une vie qui ne se réduit plus à sa seule accumulation. Clara Delacroix n'a jamais cherché à convaincre, encore moins à rassurer ceux qui exigent des preuves avant même d'expérimenter. Sa position est simple, presque dérangeante. Certaines vérités ne se démontrent pas, elles se vivent. Tant que l'esprit réclame des garanties, il reste à distance. Tant qu'il doute sans explorer, il se prive lui-même de ce qu'il prétend chercher. Revenir plus tard n'est pas un rejet, c'est une invitation à mûrir. Ce livre ne promet ni richesse rapide, ni réussite spectaculaire. Il propose un déplacement intérieur, une réorientation silencieuse vers quelque chose de plus stable que les résultats extérieurs. L'alignement dont elle parle ne se voit pas immédiatement, mais il se ressent. C'est une forme de justesse, une sensation d'être à sa place, même lorsque tout n'est pas encore réglé. L'abondance, dans cette perspective, cesse d'être une accumulation pour devenir une qualité d'être. Se sentir suffisant sans arrogance, se sentir digne sans validation extérieure, se sentir complet sans dépendre de ce qui manque encore. À partir de là, ce qui vient est accueilli différemment, et ce qui ne vient pas ne détruit plus. Lorsque les choses commencent à circuler, à s'ouvrir, à apparaître sans tension excessive, une évidence s'installe doucement. Rien n'a été attiré de l'extérieur. Quelque chose s'est simplement accordé à l'intérieur. Et cette cohérence, une fois ressentie, ne s'oublie plus.